bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, un axe majeur de leur stratégie. Voici notre sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Arthur Rosen, le président de Skytech, ce spécialiste de la production de résine plastique régénérée, vient de remporter l'appel à projet relocalisation du plan France Relance. Établir une nouvelle relation soutenable et équitable entre l'Afrique, la France et l'Europe. C'était l'objectif du premier sommet de l'engagement sociétal des entreprises entre la France et l'Afrique. On fera le bilan tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Septembre au pluriel et ses objets de décoration réalisés à partir de nos bouteilles de vin. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. On parle donc de recyclage de plastique recyclé avec mon invité qui est avec nous en visioconférence, Arthur Rosen, le président de Skytech. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour, très très bien. Bienvenue à vous. Votre métier, c'est donc le plastique recyclé. Vous parlez même de plastique régénéré. C'est quoi ? Donc chez Skytech, on produit des plastiques à partir de déchets de mélange de plastique. Et donc on en refait, qui sont tous des plastiques post-consumer. Donc ce sont des plastiques qui proviennent d'aspirateurs qui ont été mis en décharge ou de plastique automobile. Et donc nous récupérons ces mélanges de plastique, de trois plastiques bien spécifiques. Et donc on arrive à en refaire des résines de plastique qui sont réutilisées pour la fabrication de nouveau d'aspirateurs, de coques de téléphone ou d'éléments de l'automobile. Comment vous faites, comment vous arrivez à leur donner une nouvelle vie à ces plastiques ? Alors chez Skytech, nous avons un process qui se fait en deux étapes. Donc d'abord, nous achetons des mélanges de plastique, et en fait, il s'agit de trois plastiques plus particulièrement, qui sont l'ABS, le PS et le polypropylène. Et donc la première étape consiste à les trier, à les séparer. Et donc nous opérons cette opération par triboélectricité. Voilà. Et donc une fois que ces plastiques sont séparés les uns des autres, nous les granulons. Et donc on en fait ce qu'on appelle des compounds. Et donc ça permet de sortir de la résine de plastique qui ressemble à des petites graines de caviar que l'on vend à des plasturgistes qui à leur tour vont les réutiliser dans leur process industriel. Votre plastique, il émet, je crois, beaucoup moins de CO2 que celui de la pétrochimie. Dans quelle proportion et pourquoi ? Alors j'imagine parce que déjà c'est une seconde vie. Chez Skytech, on a un process qui est très économe en énergie. C'est un process qui est purement mécanique. Et donc, si on regarde les émissions de CO2 de Skytech, de son process pur Skytech, mais également si on rajoute la partie du process qui est chez le recycleur qui nous fournit notre matière, et donc il y a un process spécifique pour nous, on va arriver à environ une émission de 100 kg de CO2 par tonne. Si on compare ça à la pétrochimie, de la résine vierge va consommer, le process va émettre 2600 kg de CO2 par tonne. Donc vous voyez déjà l'écart là est quand même très très significatif. Et en fait cet écart, il faut le cumuler avec ce que représente l'incinération de ces déchets s'ils ne sont pas recyclés. Et l'impact d'une incinération, c'est environ 2000 kg de CO2 par tonne. Donc si on fait la somme des deux, on arrive à 4600 versus une grosse centaine de kilos pour Skytech. Donc vous voyez que l'écart est vraiment colossal. Oui, l'écart est vertigineux. On va faire un peu le constat du marché du plastique aujourd'hui. J'ai trouvé ces chiffres sur votre site. Il se produit 11 tonnes de plastique par seconde dans le monde. C'est effectivement impressionnant. Est-ce qu'il continue, Arthur Rosen, est-ce que ce chiffre il continue d'augmenter malgré ce qu'on vit nous, c'est-à-dire par exemple les lois d'interdiction d'usage des plastiques à usage unique ? Alors c'est un marché globalement qui est en croissance de 4% par an. Ça, c'est le marché vraiment global de l'ensemble des plastiques. Alors, je ne sais pas combien il y en a exactement, mais il y a une vingtaine, une trentaine de plastiques. Alors, nous sommes sur trois plastiques particuliers, je vous l'ai dit, l'ABS, le PS, le PP, qui sont des plastiques rigides.
Donc, on n'est pas du tout sur la bouteille plastique ou sur la feuille d'emballage. On est sur des plastiques qui vont servir, qui sont rigides, qui vont servir à faire des coques de téléphone, des pièces dans l'automobile, des aspirateurs. D'accord. Est-ce que la part de plastique, je ne sais pas si vous avez la réponse, sinon on passe à autre chose, mais est-ce que la part de plastique recyclé, elle augmente dans la production mondiale aujourd'hui ? Elle augmente. Si on prend l'automobile aujourd'hui, l'enjeu, et la voiture électrique par exemple, l'enjeu principal des constructeurs, en tout cas un des enjeux, c'est d'avoir une voiture qui est la plus légère possible. Bon, le plastique, c'est plus léger que l'acier, ça a des propriétés physiques très intéressantes, et donc aujourd'hui la tendance, c'est quand même de mettre plus de plastique dans l'automobile que moins de plastique. Donc c'est probablement une des explications sur certains plastiques en tout cas. Alors la loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire fixe un objectif pour le plastique recyclé, 100% en 2025. D'ailleurs les termes, c'est tendre vers les 100% en 2025. Est-ce que pour vous c'est réaliste ? Est-ce que la filière est prête aujourd'hui ? Alors c'est notre vœu le plus cher, mais effectivement la target est quand même ambitieuse, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Alors je nuancerai un petit peu ma réponse, ça va dépendre des plastiques. Je pense que sur des plastiques comme le polyéthylène ou le PET, je pense que l'objectif est plus atteignable. Sur des plastiques comme les nôtres, les ABS, les PS, donc les styréniques, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, comme vous l'avez mentionné très exactement, il y a encore peu d'acteurs et la filière est encore peu structurée. Alors vous avez remporté cet appel à projet, la relocalisation du plan France Relance, justement pour la dénomination, c'est pour le secteur fournissant des intrants essentiels à l'industrie. D'abord, qu'est-ce que ça change pour vous ? Au-delà de la fierté légitime, félicitations, qu'est-ce que ça change pour Skytech ? Un peu d'argent. C'est important, c'est très important, oui. Exactement, donc un peu d'argent. On a reçu une subvention d'1,5 million, si je me trompe pas. Donc voilà, donc c'est toujours très intéressant puisque c'est quand même un secteur qui est très capitalistique. Voilà, et puis c'est aussi une reconnaissance du gouvernement pour les efforts qui ont été entrepris par Skytech et son actionnaire depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc voilà, donc c'est une aide dans le développement de la société. Voilà, mais en fait, je cherche à comprendre, parce qu'on parle de relocalisation. Aujourd'hui, vos usines, votre régénération, elle se fait en France déjà ? Aujourd'hui, on a un site industriel qui est à Bonnières-sur-Seine, dans l'ouest parisien, qui tourne maintenant H24. On s'arrête le samedi minuit pour recommencer le dimanche minuit. Voilà, on va produire cette année environ 6000 tonnes de résine. Et on a racheté un nouveau site il y a quelques semaines à Aubevoie, où nous allons déménager début 2022 pour tripler la production. Donc on va passer, alors ça va se faire de manière progressive, mais on va passer de 6000 tonnes aujourd'hui à 35 000 tonnes en 2023. Et donc ça représente également pour la région une 50aine d'embauches prévues sur l'année 2022. Et un investissement pour vous qui représente combien ? Un peu plus de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Et donc, quand on parle de relocalisation, je reviens sur cet appel à projet. Ça consiste en quoi ? Vous devenez le fer de lance, justement, de cette filière dont on parlait. Ça suppose quelle mission, ça ? Oui, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, aujourd'hui, on est vraiment un leader français et bientôt européen sur cette filière de l'ABS, PS et PP recyclés. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxième élément, on essaie de contribuer à mettre en place une filière chez les recycleurs, voilà, pour les faire évoluer et les faire avancer dans le process de recyclage, pour qu'on puisse faire la jointure entre nos besoins et ce que ces gens-là peuvent faire aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a un travail aussi d'évangélisation, je mets des guillemets en quelque sorte, auprès des industriels, auprès de vos clients, pour qu'ils utilisent plus de plastique régénéré ? Écoutez, ils sont quand même très sensibles. Donc, on a quand même beaucoup de clients aujourd'hui qui viennent directement nous voir, et des clients très importants de l'automobile, principalement, ou de l'électroménager. Donc, ils sont très conscients qu'il va falloir intégrer plus de plastique régénéré. Donc, ils sont très demandeurs de partenaires pour travailler avec eux sur la durée. Donc, je pense qu'ils sont
ils sont déjà, ils sont très sensibilisés. Merci beaucoup, merci Arthur Rosen, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur l'engagement sociétal des entreprises entre la France et l'Afrique. C'est tout de suite. Le premier sommet sur l'engagement sociétal des entreprises entre l'Afrique, la France et l'Europe vient de se terminer. On fait le bilan avec mes invités. Pierre-Samuel Guedj, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président d'Affectio Mutandi, membre du Conseil français des investisseurs en Afrique et co-organisateur de ce sommet. À vos côtés, Khaled Higué, bonjour. Bonjour. Bienvenue, associé chez B&A Investment Bankers et fondateur du think tank Club 2030 Afrique. Vous publiez L'heure de l'Afrique pour un développement durable et inclusif. C'est aux éditions Herman. Peut-être un mot de présentation pour l'un et l'autre pour commencer. Affectio Mutandi, c'est quoi? C'est une agence de conseil? C'est un cabinet conseil, hybridation de Publicis et de Greenpeace. C'est juste la réunion des deux meilleurs ennemis ayant fait le choix à un moment de travailler plutôt sur la concertation, la co-construction, les collaborations, plutôt que de rentrer dans le conflit, tout simplement. Et donc, c'est l'accompagnement des acteurs depuis une petite dizaine d'années sur la gestion des enjeux, les impacts négatifs, l'optimisation des impacts positifs. Donc on va des stratégies RSE, au devoir de vigilance, aux stratégies de droits de l'homme notamment. Et votre think tank peut-être, parce qu'on pourrait, vous avez beaucoup de casquettes, mais votre think tank, quelle est sa mission, son ambition? Alors j'ai créé ce think tank en 2012 et sa mission c'est donc de faire dialoguer les générations, de faire dialoguer les parties prenantes du monde du développement pour faire émerger en fait des recommandations pour les décideurs politiques, privés, mais aussi de la société civile. Alors, on parle de ce premier sommet sur l'engagement sociétal des entreprises qui s'est donc tenu les 7 et 8 juillet la semaine dernière. Qui y participait? C'était quoi le principe? Alors le principe était disruptif ou téméraire, en fonction un petit peu de quel côté la pièce allait tomber. L'idée était que justement les débats, les panels, les échanges viennent du continent en priorité et donc étaient co-organisés avec des États hôtes, des ministères hôtes qui en plus assuraient la diffusion de leurs panels sur leur télévision nationale, ce qui permettait en plus de rendre ces échanges et ces débats accessibles, très inclusifs, jusque dans la diaspora, puisque avec les bouquets Canal+ Africa et autres, tout le monde y avait un grand accès. Ça veut dire que potentiellement, il y avait combien de millions de téléspectateurs? C'était il y a quelques jours à peine. Je suis incapable de vous le dire là, à ce stade. Il va falloir aller chercher en effet quelques datas, mais c'est la diffusion notamment de ces télévisions, plus l'ensemble des réseaux sociaux, des partenaires médias qui ont diffusé, notamment depuis Ouagadougou, Lomé, Libreville et Dakar, avec des formats très différents. Avec quelle ambition? Qu'est-ce que vous voulez, quel levier vous vouliez activer avec ce sommet? Il y a toujours, alors dans cette recherche d'impact, d'abord comme on ne sait jamais totalement la mesurer jusqu'à présent, on se fixe toujours un peu plusieurs ambitions. Il y avait notamment le fait de faire émerger les initiatives et les acteurs, tout ce qui peut être porté, notamment par les acteurs économiques, leurs partenaires et leurs parties prenantes, faire mieux connaître des initiatives comme celle d'Atos avec le Women in Africa, sur l'éducation et l'empowerment de jeunes génies numériques féminins dans un certain nombre de pays. C'était aussi de créer des passerelles entre acteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est beaucoup en silo, et je vous encourage à aller écouter le discours d'Afsat Abiola de Women in Africa, extrêmement clair sur le décloisonnement et le désilotement. C'est assez explicite. Et puis toujours plus d'engagement. Des engagements, évidemment. Par le passé, les engagements n'engageaient que ceux qui les écoutaient, mais maintenant ils sont vérifiables, mesurables, traçables. Et quand on dit que Orange Venture lance un fonds d'investissement pour l'écosystème numérique de 350 millions d'euros, ça commence à avoir du poids. Quand des acteurs comme Santé en entreprise annoncent le lancement du coup de deux nouveaux programmes, avec notamment la fondation Sanofi Espoir, ça a du poids. Quand le ministre gabonais Hugues Madia annonce la mise en place de 2 lois sur la RSE et sur l'ESS
pour le Gabon, ça encourage et c'est bien. Donc il y a eu des annonces, on est dans le concret. Khaled Higuet, vous voyez plusieurs priorités d'engagement. Il y en a une d'abord sur les financements liés aux objectifs, aux ODD, aux objectifs de développement durable définis par l'ONU. Qu'est-ce qu'il faut en faire d'après vous de ces financements prioritairement ? Je crois qu'il y a d'abord un gros enjeu avant même de savoir ce qu'il faut en faire, c'est comment on les mobilise. Parce que les objectifs de développement durable à 2030, aujourd'hui, si vous faites la compilation des engagements un peu partout dans le monde, des bailleurs, multilatéraux aussi, bilatéraux, on est à peu près à 2300 milliards de dollars. C'est énorme, on ne s'en rend pas compte en fait. Et aujourd'hui, on en mobilise très peu en fait. Donc ça veut dire qu'il y a cet argent disponible et il faut quoi ? Il faut créer les projets, il faut les porter pour pouvoir lever cet argent ? Les projets existent. La question c'est comment on fait rencontrer les projets et l'argent. Et pour ça en fait, il faudrait que les banques de développement africaines aussi prennent le leadership de ce genre de sujet pour les mobiliser. Ce que je dis aujourd'hui, moi personnellement, c'est qu'il faut créer un guichet unique. Parce que si vous pour voulez, toute l'Afrique ? Pour toute l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, chaque pays africain a des projets. Chaque pays, pour ses projets, va chercher une vingtaine de financements. Et pour chaque projet, on recommence à nouveau. C'est la croix et la bannière, en fait. Ça ne peut pas continuer parce que les projets mettent 2 ans, 3 ans à voir le jour. C'est pas possible en fait pour l'agenda de développement. Ça vous semble réaliste un guichet unique parce que c'est à la fois une belle idée et puis parfois ça concentre le pouvoir en un seul lieu donc il y a des effets pervers aussi. Il y a toujours des effets pervers dans la concentration du pouvoir. Là, la particularité aussi, c'est qu'en effet, l'argent pour l'Afrique ne manque pas. L'argent pour l'Afrique ne manque pas. Les chiffres sont parfaits. La particularité, ça va être le millimétrage, c'est-à-dire que les projets de l'ordre de 200, 300, 400, 600 millions d'euros ou de dollars qui peuvent faire l'objet, qui sont des investissements dans les infrastructures, lourds, ce genre de choses, peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire une vérification, notamment, de la bonne gouvernance des choses. Ça, c'est un premier point. Et finalement, ces projets avancent. Vous avez des acteurs comme Stoa, comme la BEI. Mais oui, mais alors comment ça se fait qu'il y ait si peu d'argent mobilisé aujourd'hui ? J'en viens. La particularité, d'abord, c'est aussi que les projets pour faire émerger notamment le tissu entrepreneurial, une industrie, des services, c'est que les tickets sont très petits. Ils sont de l'ordre de 20, 50, 100, 200 000 euros. Et malheureusement, on n'a pas encore trouvé le bon système pour faire en sorte que l'on puisse faire la vérification d'allocation de moyens financiers, notamment publics, sur des micro-sommes, malheureusement. D'accord, je comprends bien. C'est un problème de contrôle et de vérification sur les petits projets. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un problème de sablier. Alors, il faut différencier. Il y a 2 choses pour moi. Il y a les infrastructures pour les nouvelles technologies qui peuvent être complètement concernées par ce que je viens de dire, c'est-à-dire le guichet unique qui va permettre de financer des projets d'infrastructure. Il y a des projets qui sont portés par des acteurs qui font du développement. En ce moment, il y a une autre solution qui ne rentre pas dans la première catégorie. Pour moi, en ce moment, il faut réfléchir à nouveau au RSE, ce que ça veut dire en fait, le RSE, et le redéfinir. Vous savez, dans les pays anglophones et tout, quand on parle des RSE, enfin, on parle même de social business, ça fait partie du corps de l'entreprise. Ce n'est pas juste un département qu'on met à part pour faire beau, pour enjoliver. Et je vais vous donner un exemple tout simple qui vient de net. C'est même pas une entreprise anglophone, c'est francophone. C'est Renault-Nissan qui vient d'investir en Chine dans WeRide. WeRide, en fait, c'est une start-up qui fait dans la voiture autonome. Ils ont investi 310 millions d'euros avec leur fonds Alliance dans WeRide. Aujourd'hui, WeRide est évalué à près de 3,3 milliards de dollars. CFAO a commencé en Afrique en investissant dans InTouch. InTouch fait du paiement digital. Donc pour moi, c'est ça que ça a devenu le RSE en fait. Le RSE doit servir à investir dans des startups, dans des entreprises en Afrique, c'est ça ? Exactement, parce qu'il faut arrêter en fait. En Afrique, tout de suite, quand on parle de RSE, on parle d'aide. Je veux qu'on arrête de parler d'aide, qu'on ne commence pas à parler d'investissement. On parle de business. Il faut qu'on a pourquoi en Chine, en Asie, au Japon, moi je le vois beaucoup, je suis banquier d'affaires, je le vois énormément. On parle d'investissement et dès que c'est de l'Afrique, on parle d'aide. Il faut qu'on arrête avec cette notion d'aide parce que vous avez une jeune génération, 70% de la population africaine a moins de 25 ans. C'est des gens qui ont envie d'entreprendre en fait. Ils sont dynamiques, ils en veulent en fait. Donc la notion de l'aide des années 90, donc c'est le regard qui doit changer. Mais complètement. Est-ce qu'il doit changer des deux côtés ? Il doit Ou est-ce que c'est d'abord côté européen ou français ? Côté européen français, il doit changer, mais définitivement. Ce n'est même plus un sujet. Le narratif doit changer du côté européen en français. Du côté africain, il y a une prise de conscience. Ce n'est pas un changement, c'est une prise de conscience en fait. Que l'écosystème africain est un vrai marché. C'est un marché énorme parce que le marché des startups, c'est une jeune génération. Aujourd'hui, quand je dis 75% d'une population d'1,2 milliard d'habitants à moins de 25 ans, ça n'existe nulle part dans le monde.
Donc, c'est le marché de demain naturellement. Ouais. Donc, vous voyez pourquoi je parle de business et d'investissement. Ouais. Cette idée-là, le marché des startups, ce vivier africain, ça fait partie des thèmes qui ont été abordés lors du sommet, j'imagine. Ouais. Bien sûr, parce que la jeunesse, l'inclusion d'une manière générale, mais la jeunesse, le numérique, un certain nombre d'éléments sont vraiment des ferments d'une très belle transition, une très grande transition. Très lié par ailleurs à la capacité de résilience du continent qui est quasiment intrinsèque. Et alors, il reste une minute, c'est quoi les freins? Pardon de vous bousculer un peu, mais qu'est-ce qui coince là? Les freins, c'est souvent une question de coordination entre les différents acteurs, publics, privés, société civile, de bonne articulation justement entre ces décideurs. C'est aussi parfois le choix. Disons que un certain nombre d'acteurs ne choisissent pas forcément l'exigence que peut représenter la responsabilité sociétale et l'engagement sociétal. Or, il faut que cette exigence devienne un facteur de préférence. Tout simplement, tout comme la recherche de qualité et d'innovation, la recherche d'impact positif doit à un moment guider la décision, notamment publique, mais aussi celle des acteurs économiques. Aujourd'hui, les acteurs économiques, notamment européens sur le continent africain, sont extrêmement exigeants vis-à-vis de leurs fournisseurs et travaillent avec eux justement pour les faire monter en compétences, jusque dans des engagements de responsabilité sociétale. Et il y a un impact là-dessus qui est véritablement à mesurer parce que c'est assez fascinant. Ils ont également un impact dans le développement du tissu entrepreneurial parce qu'ils investissent véritablement en partenariat avec des acteurs comme Simplon du numérique, ce genre de choses. Mais il faut plus de coordination au niveau local. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Le temps a filé vite, ce qui est plutôt bon signe. On passe à Smart Ideas. On donne une seconde vie à nos flacons, à nos bouteilles de vin. Bah oui. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, la bonne idée du jour, est signée Thomas Pinet, le fondateur de Septembre. Septembre au pluriel avec un S. Bonjour, vous l'avez créé quand et avec quelle idée, quelle ambition? Alors bonjour, Septembre, j'ai lancé la commercialisation en novembre 2019, mais c'est un projet qui remonte bien en amont avec la découverte d'une bougie réalisée dans une ancienne bouteille de vin. J'ai trouvé l'idée plutôt intéressante et pertinente. J'ai regardé un peu ce qui pouvait se faire partout sur le marché et un constat, c'est que tout le monde, les entreprises qui étaient sur ce secteur utilisaient les parties basses des bouteilles, mais personne n'utilisait la bouteille dans son ensemble. Et c'est ainsi qu'est venue l'idée de la lampe, pour commencer, qui a été le premier produit que l'on a développé. Il nous a fallu un peu 1 an de développement pour arriver à ce produit fini. Et dans la démarche, c'est d'utiliser 100% de la bouteille. Le haut peut donc devenir une lampe comme on a pu le voir et le bas devient un verre à tapas. À chaque fois qu'on essaie de développer un produit, on utilise 100% de la bouteille pour ne générer aucun déchet. Pourquoi aucun déchet? Parce que le verre est une matière écologiquement très intéressante à condition de ne pas être à usage unique. Or aujourd'hui, la plupart des contenants en verre sont à usage unique et pour chaque bouteille de vin réutilisée, on économise entre 300 et 500 grammes de CO2 qui ne sont pas rejetés dans l'atmosphère suite au recyclage de la bouteille de verre. Oui, alors on est dans ce qu'on appelle l'upcycling, l'art de donner une nouvelle vie à un objet devenu inutile. C'est quoi la technique? C'est facile de découper une bouteille sans la casser? C'est quoi la technique? Oui, pour ça, il faut avoir une grosse disqueuse qui correspond au verre. Le verre est très fragile, il faut donc qu'il ne soit pas trop chauffé. Pour ça, on a besoin d'une disqueuse à eau qui peut refroidir et la lame en diamant et la bouteille de verre pour éviter que cela casse. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre gamme? Il y a des lampes, Après, il y a quoi d'autre? On a des lampes, on a des coffrets de verre à tapas x4 dans une bouteille, dans une caisse en bois. On a également des bougies, on a des vases, on a des projets pour faire des porte-manteaux, on a des projets de suspension.
Enfin voilà, au final, c'est un produit qui est élégant et surtout qui peut donner place à beaucoup de créativité. On peut partir sur plein de sujets en termes de décoration à partir de cette bouteille de vin. Il y a également possibilité de transformer les goulots en repose couverts. Enfin voilà, on a un certain nombre de produits en cours de développement pour utiliser et exploiter 100% de cette bouteille et aller un peu challenger les limites de la créativité. C'est du Made in France? C'est fabriqué en France? Oui, par moi-même d'ailleurs. Donc là, dans notre atelier sur Marmande, et on essaie d'aller un peu plus loin dans cette démarche de Made in France en essayant de sourcer également nos fournisseurs le plus possible en France et même encore plus en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 80% de nos fournisseurs qui sont basés en Nouvelle-Aquitaine. Nos caisses en bois viennent de Bergerac, les pièces en aluminium qu'on utilise proviennent d'Artic près Bordeaux, ça touche Bordeaux. L'ensemble des bouteilles de vin sont récoltées en triporteur électrique dans Bordeaux par une entreprise qui s'appelle Pic Vert qui fait du réemploi aussi de bouteilles de verre. On a également les bougies qui sont faites dans le Médoc, les capuchons en bois des bougies qui sont faits à Audange sur le bassin d'Arcachon. Enfin voilà, on essaie le plus possible de travailler en local. La seule chose qui aujourd'hui ne provient pas de France, c'est nos câbles et nos douilles qui viennent d'Italie, faits à Turin, made in Italy. Et on ne désespère pas de trouver un fournisseur français pour aller encore plus loin dans cette démarche de Made in France par du Made in France. Merci beaucoup, merci Thomas Pinet, bon vent à votre marque. Septembre, voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur bismart.fr évidemment, ou alors sur les box à 9h midi, 20h30. Bonne journée à toutes et à tous, salut.